Et si je vous disais que le spectacle animalier le plus époustouflant que vous ayez jamais vu ne se déroule ni dans un parc national, ni dans un documentaire animalier? Ça se passe en ce moment même dans le jardin de quelqu'un. Il existe des jardins qui grouillent littéralement de papillons monarques, de colibris planant en rond et d'abeilles si grasses et heureuses qu'elles peuvent à peine voler. Et les propriétaires de ces jardins n'ont rien fait de compliqué. Ils n'ont pas installé de coûteux bains d'oiseaux, de destructeurs d'insectes ou de jeux d'eau sophistiqués. Ils ont tout simplement planté les bonnes plantes. Aujourd'hui, je vais vous les montrer tous les 20. Restez dans les parages, car la plante numéro 5 est la seule sur Terre sans laquelle les papillons monarques ne peuvent absolument pas survivre. Et la plupart des gens plantent accidentellement la mauvaise version. Et le numéro 20 se propage si facilement que c'est pratiquement un jardin gratuit qui s'entretient tout seul. Abonnez-vous dès maintenant, car chaque semaine, nous vous proposons ce type de contenu. Le genre de système qui vous redonne le pouvoir et le retire des mains de l'industrie du jardinage. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes magnifiques qui attirent de superbes animaux, classées de la plus impressionnante à la plus extraordinaire. Numéro 1. Bébalme, bergamonte sauvage. Un véritable aimant à faune sauvage. Commençons par le baume B, car aucune autre plante de cette liste n'est aussi performante dans autant de catégories. C'est cette plante vers laquelle les colibris tournoient en spirale depuis une distance de 9 mètres. La plante qui attire des dizaines de papillons par un après-midi d'été est celle que les cerfs, qui mangent presque tout le reste dans votre jardin, ignorent en raison de son feuillage mentholé intensément aromatique. La Monarda fistiosa est sa cousine plus spectaculaire, la Monarda ditima, pousse dans les jardins et les prairies sauvages d'Amérique du Nord depuis bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples autochtones utilisaient la bergamote sauvage à des fins médicinales, en infusion, en purin et comme aromate. Les Oswego, peuple du nord de l'État de New York, l'utilisaient si largement que les premiers colons s'en inspirèrent, et qu'il fut connu sous le nom de thé d'Oswego pendant la guerre d'indépendance. Une alternative patriotique au thé britannique taxé. Cette plante possède des racines qui remontent à des siècles, et ce sont ces mêmes racines qui la rendent si incroyablement précieuse aujourd'hui. Voici pourquoi ça fonctionne si bien. Bombe produit des grappes denses de fleurs tubulaires disposées en étoiles. Ces longs tubes étroits sont spécifiquement conçus pour les becs des colibris. Alors que les bourdons peuvent accéder au nectar en forçant le passage, les colibris planent sans effort, buvant tandis que leurs plumes irisées scintillent au soleil. L'effet, lorsqu'un jardin est en pleine floraison, est presque magique. Plantez la mélisse en plein soleil ou à mi-ombre, dans un sol humide. Elle se propage par des rhyomes souterrains, ce qui signifie qu'elle se naturalisera au fil du temps, comblant les vides et créant des massifs de plus en plus grands. Divisez-la tous les 3 ans pour la maintenir vigoureuse. Choisissez des variétés résistantes à l'oïdium, comme Jacob Klein ou Raspberry Wine, pour obtenir des plantes plus saines. La période de floraison s'étend du milieu de l'été au début de l'automne, juste au moment où les colibris font le plein d'énergie avant leur migration. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'une plante et d'un animal qui ont évolué ensemble, chacun étant façonné par l'autre, au fil de milliers d'années. Plantez-la une fois et observez cette relation se développer dans votre propre jardin. Numéro 2. La menthe colibri Eustache, le parfum des pollinisateurs. Si la mélisse est le choix évident pour les colibris, l'agistache est l'arme secrète que la plupart des jardiniers croisent sans même y prêter attention dans les pépinières. C'est une erreur. Cette plante, avec ses hautes hampes florales portant de minuscules fleurs tubulaires, aux nuances d'orange, de violet, de rose et de bleu, est l'une des plantes les plus attrayantes pour les colibris. Et une fois que vous aurez observé un colibri butiner une tige d'agistache de bas en haut,
planant au-dessus de chaque fleur l'une après l'autre, vous ne le manquerez plus jamais. Les espèces d'agistaches communément appelées menthe colibri ou hyssop poussent naturellement dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord, souvent sur des terrains rocheux et secs. Cet héritage est important car il signifie que ces plantes sont résistantes à la sécheresse une fois bien implantées. Ils n'ont pas besoin d'être traités comme des bébés. Elles n'ont pas besoin d'être arrosées constamment. Ils ont juste besoin de soleil et d'un bon drainage. Et en retour, elles fleuriront du milieu de l'été jusqu'aux premières gelées. L'une des plantes de cette liste présentant la plus longue période de floraison. Les fleurs produisent un nectar abondant dans ces longs tubes. Les colibris y accèdent sans effort. Les bourdons butinent les fleurs les plus grandes. Les papillons se posent et se nourrissent. La plante entière dégage un parfum qui rappelle un mélange de menthe et de réglisse, ce qui désintéresse largement les cerfs, tout en attirant toutes les créatures volantes à portée. Les recherches sur les pollinisateurs indigènes classent régulièrement l'agistache parmi les 10 plantes les plus précieuses pour le soutien des populations d'abeilles indigènes. Et ce sont les abeilles indigènes qui effectuent l'essentiel du travail de pollinisation des cultures vivrières. Cultivez l'agistache dans un sol bien drainé et en plein soleil. Elle tolère bien mieux la chaleur et la sécheresse que la plupart des plantes vivaces. Taillez-la sévèrement après la première floraison et elle repoussera avec une seconde vague de fleurs. Laissez les graines en place tout l'hiver et vous obtiendrez souvent un semis spontané naturel, vous offrant ainsi gratuitement de nouvelles plantes. C'est le genre de plante qui vous récompense à tous les niveaux. Belle, parfumée, riche en faune sauvage et quasiment indestructible une fois établie. Numéro 3. La sauge. L'usine à colibri à l'épreuve des cerfs. La sauge fait partie de ces plantes pour lesquelles l'écart entre la façon dont la plupart des gens l'utilisent et la façon dont elle pourrait être utilisée est énorme. La plupart des gens connaissent la sauge comme la plante à massif rouge qu'ils placent en pot près de la porte d'entrée. C'est bien beau, mais l'univers de la sauge est vaste. Des centaines d'espèces, dont des dizaines de plantes vivaces robustes qui reviennent année après année et attirent des colibris, des papillons et des abeilles en très grand nombre, tout en étant presque complètement ignorées par les cerfs. La sauge d'automne, Salvia greggii, en est un excellent exemple. Les colibris sont attirés par les fleurs tubulaires, rouges à corail, avec la même intensité qu'ils déploient pour être du baume. La sauge des prés, Salvia neurosa, produit des épis violets denses auxquels les papillons ne peuvent résister. Les deux espèces résistent aux cerfs, grâce à leur feuillage aromatique. Les deux espèces tolèrent la sécheresse une fois bien implantées. Toutes deux sont vivaces et s'adaptent à une grande variété de climats. Voici le pan d'histoire que la plupart des gens ignorent. La sauge est l'une des plantes les plus importantes pour l'humanité depuis des milliers d'années. Sacrée, médicinale, culinaire, protecteur. Toutes les cultures du monde qui l'ont rencontrée lui ont trouvé une utilité. Le nom latin salvia vient de salve, qui signifie sauver ou guérir. Et pourtant, pour la faune sauvage, sa valeur n'avait rien à voir avec la guérison. C'était la forme parfaite, la couleur idéale, le parfum parfait. Les animaux l'ont découvert par eux-mêmes, de la même manière que chaque génération d'humains l'a fait. Plantez la sauge en plein soleil, dans un endroit bien drainé. La plupart des variétés sont étonnamment résistantes. Taillez-les d'un tiers après chaque floraison pour favoriser leur repousse. Dans les régions au climat plus froid, paillez le pied de la plante en automne. Il en résulte une plante qui fleurit abondamment, nourrit les colibris lors de leur migration printanière vers le nord et de leur migration automnale vers le sud, et ne demande presque rien en retour. Numéro 4. Farine de cône violet. Plante sauvage à 2 saisons. La farine de cône violet est l'une des plantes les plus importantes que vous puissiez cultiver si vous vous souciez de la faune sauvage, aussi bien en été qu'en automne.
La plupart des plantes ne font qu'une seule chose par saison. La farine de cône violet accomplit deux choses complètement différentes à deux saisons différentes, et elle le fait à merveille dans les deux cas. En été, les grandes fleurs de marguerite rose-violette, avec leur cône orange en relief si caractéristique, travaillent sans relâche pour attirer les papillons et les abeilles indigènes. Les papillons macaons, les papillons fertilisés et les hespéries sont attirés par les larges pétales plats qui leur offrent une plateforme d'atterrissage pour se nourrir. Les bourdons rampent sur le cône pour récolter le pollen. Le nectar est accessible, abondant et chimiquement attractif pour les pollinisateurs. Puis, l'été se termine. Les pétales tombent, et ce qui reste, ces cônes de graines bruns dressés sur des tiges rigides tout au long de l'automne et jusqu'en hiver, deviennent des stations de nourriture pour les chardonnerets. Les chardonnerets jaunes s'accrochent aux tiges et picorent les graines des cônes avec leur bec puissant. Elles sont comme des ornements dans un jardin d'hiver. Des oiseaux jaunes vifs perchés sur des tiges brunes, se détachant sur un ciel gris. C'est véritablement l'un des plus beaux sites de faune sauvage qu'un jardin de saison froide puisse offrir, et cela ne vous coûte rien, si ce n'est de résister à la tentation d'enlever les fleurs fanées. L'Echinacea perpia pousse naturellement dans les prairies, les pâturages et les bois ouverts du centre et de l'est des États-Unis. Une fois bien implantée, elle résiste à la sécheresse, préfère le plein soleil et se propage lentement par semis et par division au fil du temps. La recherche moderne a confirmé ce que la médecine traditionnelle savait depuis des siècles. La farine de cône possède de véritables propriétés de soutien du système immunitaire. Mais pour ce qui est de la valeur de votre jardin pour la faune sauvage, l'important est qu'il nourrisse les créatures de juin à février sans aucun apport supplémentaire de votre part. Numéro 5. L'asclépiade tubéreuse. Le dernier espoir du monarque. C'est celui-ci. Si vous observez des animaux sauvages dans votre jardin cette année, choisissez-les comme des monarques. Et si vous plantez quelque chose cette année, choisissez de l'asclépiade. Car sans asclépiade, il n'y a pas de monarque. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la biologie. Les papillons monarques et l'asclépiade évoluent ensemble dans une relation si étroite que l'un ne peut exister pleinement sans l'autre. Les monarques femelles ne pondent leurs œufs que sur les asclépiades. Les chenilles ne se nourrissent que de feuilles d'asclépiade. Ce sont les toxines présentes dans l'asclépiade, appelées glycosides cardiaques, qui rendent les monarques toxiques pour les prédateurs. Un monarque qui n'a pas mangé d'asclépiade est un monarque qui n'a pas acquis ses défenses. La coloration orangé-noir, signal d'avertissement, et l'un des motifs les plus reconnaissables dans le monde naturel, repose sur une chimie qui provient entièrement de cette seule plante. Les populations de monarques se sont effondrées de plus de 80% au cours des 2 dernières décennies. Le principal facteur est la disparition de l'asclépiade du paysage, due au développement, à l'utilisation d'herbicides dans l'agriculture industrielle et tout simplement au fait que de moins en moins de gens la plantent. Planter personnellement de l'asclépiade dans votre jardin n'est pas un petit geste. Il s'agit d'une contribution directe et mesurable à la survie du monarque. Voici maintenant le point crucial que j'avais promis. Toutes les asclépiades ne se valent pas. L'asclépiade tropicale, Escapius curasavica, celle aux fleurs rouges vifs et jaunes que l'on trouve le plus souvent dans les jardineries, pose problème dans les climats chauds car elle ne disparaît pas en hiver, ce qui perturbe les schémas de migration des monarques et peut abriter un parasite protozoaire qui affaiblit les monarques. Les bons choix sont les asclépiades indigènes, l'asclépiade tubéreuse, Escapius tuberosa, avec ses fleurs oranges éclatantes, ou l'asclépiade des marais, Escapius incarnata, avec ses grappes roses qui attirent également les colibris. Ce sont celles avec lesquelles les monarques ont évolué. Ce sont celles qui fonctionnent. Plantez l'asclépiade en plein soleil. L'asclépiade tubéreuse tolère la sécheresse.
Les sols pauvres sont meilleurs que presque toutes les autres plantes. Une fois installées, n'y touchez plus. Elle pousse à partir d'une racine pivotante profonde qui ne survit pas à la transplantation. Laissez-la se ressemer d'elle-même. Laissez-le se propager. Chaque nouvelle plante représente un nouvel endroit où une monarque peut pondre ses œufs. Numéro 6. Le pensamène, langue barbue, le spécialiste indigène du colibri. Pensamène est l'un des plus grands genres de fleurs sauvages indigènes d'Amérique du Nord, avec des centaines d'espèces qui poussent de l'Alaska au Mexique, d'un océan à l'autre. Et pourtant, la plupart des jardiniers n'en ont jamais entendu parler. C'est cet écart que nous devons combler. Parce que les pensaments comptent parmi les plantes à colibri les plus efficaces qui soient, et qu'elles sont souvent totalement résistantes aux cerfs, grâce à leur feuillage légèrement duveteux, parfois amer. Leurs fleurs tubulaires sont d'une précision presque architecturale. Longs, étroits, parfaitement proportionnés pour le bec d'un colibri. Les colibris indigènes ont évolué avec les enclos indigènes. Les fleurs peuvent être rouges, roses, violettes, bleues ou blanches selon l'espèce. Nombre d'entre elles sont conçues pour fleurir en début de saison, comblant le vide de la fin du printemps, avant que la plupart des autres plantes vivaces n'atteignent leur plein potentiel, ce qui les rend particulièrement précieuses pour les colibris arrivant de leur quartier d'hiver avec des réserves d'énergie épuisées. Les recherches sur les plantes pollinisatrices indigènes incluent systématiquement le pensamène parmi les plantes hôtes de premier plan pour les abeilles indigènes. La forme de la fleur exclut de nombreuses abeilles non indigènes tout en restant accessible aux abeilles indigènes à longue langue, créant ainsi une sorte de filtre écologique qui nourrit de préférence les pollinisateurs indigènes de votre région. Plantez les pensaments en plein soleil, dans un endroit bien drainé. La plupart des espèces préfèrent en réalité les sols pauvres et secs. Elles sont originaires de régions très peu arrosées. Un sol riche et humide provoque la pourriture des racines. En revanche, les sols sableux ou rocailleux permettent aux plantes de prospérer. Combinez les pensamènes de début de saison avec les agistaches de fin de saison et vous attirerez les colibris de mai à octobre presque sans effort. Numéro 7. La colline rouge orientale, la plante à colibri des bois. Si votre jardin est ombragé, comme c'est le cas pour la plupart des jardins, la colline rouge de l'Est est la plante idéale pour attirer les colibris. Alors que la plupart des espèces de cette liste préfèrent le plein soleil, la colline prospère dans la lumière tamisée d'une lisière de bois, du côté nord d'une clôture, à l'ombre projetée par un grand arbre. Et c'est à cette ombre qu'elle produit certaines des fleurs les plus complexes et délicates du règne végétal. L'Aqualia canadensis, avec ses fleurs éperonnées rouges et jaunes penchées, ressemble davantage à une création de joaillier qu'au fruit de l'évolution. Mais l'évolution l'a conçue spécifiquement pour les colibris à gorge rubis. Les longs éperons situés à l'arrière de chaque fleur retiennent le nectar à la profondeur exacte que le bec et la langue d'un colibri peuvent atteindre, et que la plupart des insectes à langue courte ne peuvent pas atteindre. La couleur rouge est invisible pour les cerfs, qui sont daltoniens, rouge-vert, mais parfaitement visible pour les colibris, qui perçoivent le rouge comme l'une des couleurs les plus vives de leur spectre. La colline rouge orientale est également une plante haute pour le papillon à ailes sombres de la colline, un petit hespérie sombre qui pond ses œufs sur les feuilles de colline et dont les chenilles se nourrissent du feuillage. Ainsi, cette plante nourrit les colibris avec son nectar et une espèce de papillon au stade larvaire. Un double avantage pour la faune sauvage, que la plupart des plantes plus spectaculaires ne peuvent égaler. Plantez-le à mi-ombre ou à l'ombre complète, dans un sol ordinaire et bien drainé. Elle se ressème abondamment, se propageant doucement dans le jardin et se naturalisant en colonies au fil du temps. Laissez les graines en place et elles combleront les coins ombragés sans aucun effort supplémentaire de votre part. Numéro 8. Étoile flamboyante, théâtrale.
la tour des papillons. L'éotatrique offre un spectacle visuel saisissant que la plupart des plantes vivaces n'ont pas. Elle fleurit du haut de son épi floral vers le bas. Tenez-vous devant d'un justo corps en pleine floraison. Ses grandes baguettes violettes magenta recouvertes de minuscules fleurs duveteuses. Et observez ce qui se passe. Les papillons suivent la même progression descendante, se nourrissant des fleurs ouvertes, tandis que d'autres attendent en dessous. C'est comme un système de convoyage intégré pour les pollinisateurs. L'Eatra spicata pousse naturellement dans les prairies humides de l'Est de l'Amérique du Nord. Elle est un incontournable du jardinage, avec des plantes indigènes depuis des décennies, mais elle mérite plus de reconnaissance qu'elle n'en reçoit généralement. Les hautes tiges verticales, atteignant 1 mètre à 1,20 m, confèrent au jardin une structure spectaculaire. Sa couleur est un violet intense qui rend magnifiquement en photo, et sa valeur pour la faune sauvage est extraordinaire. Les papillons, les bourdons et même les colibris visitent les fleurs tandis que les chardonnerets se nourrissent des graines en automne, tout comme ils le font avec la farine de cône. Historiquement, les racines de maïs étaient utilisées par les peuples autochtones comme médicament et comme source de nourriture. Le peuple Meskwakey l'utilisait comme diurétique. Les Cherokees l'utilisaient pour soigner les maux de gorge. Une plante qui a nourri les hommes pendant des siècles et qui nourrit aujourd'hui la faune sauvage. Cette continuité est importante. Cultivez les léotris en plein soleil, dans un sol moyennement humide. Elles tolèrent mieux l'argile que la plupart des plantes de prairie. Plantez-les par groupe de 3 ou plus pour un meilleur impact visuel. Associez-la à des échinacées et des rudbeckies pour créer une prairie pollinisatrice classique de fin d'été qui ne nécessite quasiment aucun entretien. Numéro 9. L'astère de Nouvelle-Angleterre, qui clôture la saison d'automne. Voici un problème que presque tous les jardiniers rencontrent et ne savent pas comment le résoudre. Qu'est-ce qui nourrit les pollinisateurs en septembre et octobre, alors que presque tout le reste a cessé de fleurir? La plupart des jardins ferment leurs portes après le mois d'août. L'astère de Nouvelle-Angleterre, lui, non. Elle atteint son apogée en septembre. Et dans un monde où la plupart des fleurs se fanent, cela en fait l'une des plantes les plus importantes que vous puissiez cultiver. Symphiacum novi angliae, à ramifications hautes, couvert de fleurs violettes ressemblant à des marguerites avec des centres jaunes, est une plante de halte pour le papillon monarque. À la fin de l'été et au début de l'automne, les monarques font le plein d'énergie avant leur migration vers le Mexique. Ils ont besoin de sources de nectar abondantes durant cette période critique. L'astère de Nouvelle-Angleterre le leur fournit exactement au moment où ils en ont le plus besoin. On peut observer les monarques se nourrir d'astères pendant des heures lors de leur migration, passant de fleur en fleur, de la même manière systématique qu'ils parcourent les champs d'Asclépiade. Outre les monarques, les reines bourdons de fin de saison se nourrissent abondamment d'aérifères avant d'entrer en dormance hivernale. Nourrissez-les en automne et vous investissez dans la population d'abeilles de l'année prochaine. Plantez l'astère de Nouvelle-Angleterre en plein soleil, dans un sol ordinaire. Il pousse en hauteur, parfois jusqu'à 1,50 m ou 1,80 m. Il est donc préférable de la planter à l'arrière des massifs ou de la laisser se naturaliser dans une prairie où sa hauteur sera un atout plutôt qu'un inconvénient. Taillez-la de moitié fin juin pour obtenir des plantes plus courtes et plus touffues qui ne nécessitent aucun tuteurage. Ensuite, laissez-la complètement tranquille jusqu'à sa floraison et laissez-la en place tout l'hiver pour les oiseaux qui se nourrissent de graines. Numéro 10. Menthe des montagnes. L'aimant secret pour pollinisateurs. La menthe des montagnes est la surprise de toute cette liste. Ce n'est pas la plus belle plante que vous cultiverez. Les fleurs sont petites, blanches et sans prétention. Mais plantez un carré de menthe des montagnes en pleine floraison dans votre jardin et approchez-vous-en. Ce son vous immobilisera net.
le bourdonnement des ailes, des centaines d'abeilles, des abeilles indigènes, des bourdons, des abeilles de la sueur, des abeilles fouisseuses recouvrant chaque centimètre carré de la plante. On trouve sur une seule plante une plus grande diversité d'espèces d'abeilles indigènes que la plupart des gens n'en verront en un été entier ailleurs. La menthe des montagnes, Picanthenum muticum, pousse naturellement dans les prairies humides et en lisière de forêt dans l'est des États-Unis. Ses fleurs sont petites, mais son nectar est extraordinairement accessible. Pas de long tube, pas de forme compliquée. N'importe quelle abeille peut l'atteindre. N'importe quel papillon peut s'y poser. L'usine arbore en quelque sorte une pancarte indiquant « Nourriture gratuite, tout le monde est le bienvenu ». Et les pollinisateurs réagissent en conséquence. Les chercheurs qui étudient la conservation des abeilles indigènes ont maintes fois signalé la menthe des montagnes comme l'une des meilleures plantes pour attirer la diversité des abeilles. Pas seulement l'abondance, mais aussi la diversité des espèces. À une époque où les populations d'abeilles indigènes sont en véritable crise, c'est précisément cette diversité que nous devons protéger. Il ne s'agit pas d'une situation de mégapana charismatique. C'est le travail ingrat qui consiste à nourrir les petites créatures qui font fonctionner les systèmes alimentaires. Planter la menthe des montagnes en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol ordinaire. Elle se propage par rhizomes et se naturalisera avec le temps, ce qui est un avantage plutôt qu'un inconvénient. Si vous essayez de créer un corridor pour les pollinisateurs, laissez-lui de l'espace et laissez-le faire son travail tranquillement. Vous ne remarquerez peut-être pas la plante elle-même, mais vous remarquerez ce qui vient à elle. Numéro 11. Yarrow, la table du buffet papillon. L'achillée millefeuille semble avoir été conçue spécialement pour les papillons. Les grappes de fleurs à sommet plat, larges plateformes d'atterrissage stables de couleur jaune, blanche, rose ou rouge, sont presque conçues spécifiquement pour les insectes qui ont besoin d'un endroit où se tenir debout pour se nourrir. Les vanesses des chardons, en particulier, visitent abondamment cette plante, qu'elles utilisent comme plante hôte, déposant leurs œufs sur son feuillage afin que leurs chenilles puissent se nourrir des feuilles. L'achillée possède l'une des plus longues histoires médicinales de toutes les plantes de cette liste. Le nom de l'espèce signifie littéralement « mille feuilles », en référence à son feuillage plumeux et finement découpé. Selon la légende grecque, Achille l'utilisa pour arrêter l'hémorragie des blessures de ses soldats à Troie. Les herboristes européens l'ont utilisé pendant des siècles comme traitement des plaies, antipyrétique et tonique digestif. On l'a retrouvé dans des sites funéraires néandertaliens, ce qui suggère qu'il était important pour les humains il y a plus de 60 000 ans. Pour les jardins modernes, son principal atout est sa résistance aux cerfs. Ce feuillage aromatique, dont l'odeur est agréable pour les humains, dégage une forte odeur chimique pour les cerfs, combinée à une tolérance exceptionnelle à la sécheresse et à une longue période de floraison. Plantez-la en plein soleil, dans un sol pauvre et sec. Un sol riche le rend mou et moins productif. Une fois établie, elle se gère essentiellement d'elle-même. Divisez-la tous les 3 ans pour la maintenir vigoureuse. Laissez les épis en place pour les oiseaux de fin de saison. Maintenant, si cette vidéo vous est utile, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Chaque clic permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui souhaitent vivre en contact réel avec le monde naturel et non pas simplement le regarder à travers un écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, une communauté qui valorise ce type de savoir, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Numéro 12. Zénia, le buffet des papillons. Vous plantez à partir de graines. Les zénias sont la porte d'entrée vers le jardinage pour la faune sauvage. Facile à cultiver à partir de graines, disponibles dans toutes les couleurs imaginables. Elles fleurissent du début de l'été jusqu'aux premières gelées et sont absolument couvertes de papillons dès leur éclosion. Si vous n'avez jamais rien cultivé auparavant, les zénias sont un excellent point de départ. En 6 semaines de couture directe,
vous aurez des fleurs. Dans 8 semaines, vous aurez des papillons dans le ventre. Mais voilà le problème. Le sachet de graines ne vous le dit pas. Tous les zinnias ne sont pas créés égaux pour la faune sauvage. Les variétés à fleurs doubles sophistiquées, qui ressemblent à des pompons, celles avec des couches successives de pétales, n'offrent pratiquement aucun accès au nectar pour les pollinisateurs. Les pétales masquent tout. Les variétés que vous recherchez sont les simples ou semi-doubles à centre ouvert, l'élégance classique zinnia en couleurs unies ou la série couper et revenir. Cherchez des fleurs dont le disque central est bien visible. C'est là que se trouve le nectar. Les zinnias attirent les papillons macaons, les pollinisateurs, les hespéries et les colibris, surtout lorsqu'ils se regroupent en grand nombre. Un massif de zinnias en fleurs est le genre de spectacle qui vous oblige à arrêter ce que vous faites et à simplement regarder. Les couleurs les attirent visuellement. Le nectar les retient là. Et comme les zinnias fleurissent de façon si continue, les coupers stimulent en fait une floraison plus abondante. Vous pouvez profiter de ce spectacle de la faune sauvage de juillet à octobre sans avoir besoin de replanter. Semez directement en plein soleil après les dernières gelées. Espacez les espaces d'environ 1 pied. Arrosez le fond pour prévenir l'apparition de mildiou. Voilà tout le travail. Les papillons s'occupent du reste. Numéro 13, Cosmos. Le jardin aux papillons, aérien et sans effort. Le cosmos, c'est ce qu'on plante quand on veut une prairie et qu'on la veut tout de suite. Ces plantes annuelles hautes et aériennes, au feuillage finement découpé et aux fleurs ressemblant à des marguerites roses, blanches, magenta et cramoisies, pousseront de la graine à la floraison en moins de 8 semaines. Et elles fleurissent si continuellement, si abondamment, avec si peu d'entretien, qu'elles sont adorées depuis des générations par les jardiniers adeptes du jardinage facile. Les fleurs ont une forme simple et ouverte, avec de larges pétales entourant un disque central plat qui rend le nectar facilement accessible à un large éventail de pollinisateurs. Les papillons macaons sont très nombreux. Les hespéries se nourrissent presque continuellement. Les abeilles butinent les fleurs tubulaires pour en récolter le pollen. Les insectes bénéfiques, comme les chrysopes et les guêpes parasites, sont également attirés par les cosmos, ce qui signifie que vous ne nourrissez pas seulement de belles créatures, mais que vous recrutez également les insectes qui contrôlent naturellement les ravageurs du jardin. Cosmos, sulfuras et bipanatus se ressèment tous deux abondamment par auto-ensemencement. Plantez-les une fois et elles repousseront souvent sans aucune aide de votre part. Cette capacité d'auto-entretien les rend parfaites pour combler les espaces entre les plantes vivaces ou pour se naturaliser en bordure de jardin. Semez directement en plein soleil après les dernières gelées, dans un sol ordinaire. En réalité, un sol pauvre produit plus de fleurs qu'un sol riche. Un excès d'engrais favorise la croissance du feuillage au détriment de la floraison. Arrosez minimalement une fois la plante bien établie. Laissez les plantes monter en graines à l'automne et laissez les têtes de graines pour les oiseaux, car le cycle se poursuit de lui-même. Numéro 14, le tournesol, la mangeoire à oiseaux qui pousse toute seule. Le tournesol est l'une des plantes les plus bénéfiques pour la faune sauvage que vous puissiez cultiver, mais seulement si vous choisissez les bonnes variétés. Les variétés sans pollen destinées à la production de fleurs coupées, celles étiquetées sans dégâts dans les jardineries, sont de véritables déserts biologiques pour les pollinisateurs. Les abeilles ont besoin de pollen. Choisissez des tournesols sans pollen et vous obtiendrez une belle décoration jaune qui ne profitera à absolument personne. Ce qu'il vous faut, ce sont les variétés anciennes à production de semences, comme Mammoth, Autumn Beauty, Lemon Queen ou toute autre variété ancienne à pollinisation libre. Ces plantes produisent un pollen abondant que les abeilles récoltent en amas orange et jaune sur leurs pattes postérieures. Les papillons se nourrissent du nectar.
Et lorsque les graines arrivent à maturité à la fin de l'été, le spectacle commence véritablement. Les chardonnerets jaunes se posent sur les épis et y restent suspendus pour picorer les graines. Parfois tellement concentrés sur le nourrissage qu'on en oublie de marcher à portée de main. Des mésanges, des citelles, des pics et des roselins familiers suivent. Une fleur de tournesol mature est plus productive qu'une mangeoire à oiseaux achetés, et elle ne vous coûte presque rien. Historiquement, le tournesol est l'un des plus beaux cadeaux de l'Amérique du Nord au monde. Ailanthus ans pour ses graines, son huile, sa teinture et ses propriétés médicinales. Elle nourrissait les gens bien avant de nourrir les oiseaux dans les jardins de banlieue. Cette histoire de générosité est inscrite dans l'ADN de la plante. Elle souhaite toujours produire. Il a encore faim. Semez directement en plein soleil après les gelées. Soutenez les grandes variétés à l'aide de tuteurs dans les endroits venteux. Laissez les têtes de graines en place tout l'hiver. Ne les coupez pas. Cette décision à elle seule, qui consiste à laisser en place les tiges d'apparence morte, est l'un des choix les plus bénéfiques pour la faune sauvage que vous puissiez faire dans votre jardin. Numéro 15. La bourrache, l'herbe préférée des abeilles. La bourrache fait partie de ces plantes que la plupart des jardiniers n'ont jamais essayées et que tous les apiculteurs connaissent déjà. Les fleurs d'un bleu vif en forme d'étoile, d'un bleu pur, l'une des couleurs les plus rares du règne végétal, compte parmi les plantes herbacées annuelles qui produisent le plus de nectar. Les abeilles les trouvent irrésistibles. Et comme la bourrache fleurit pendant une période extraordinairement longue, se rétractant continuellement au fil de la saison, elle fournit un flux de nectar quasi ininterrompu. Barago aesannalis est cultivé dans les jardins d'herbes aromatiques depuis l'époque romaine. Les soldats romains mangeaient ces fleurs pour se donner du courage avant la bataille. Les herboristes du Moyen Âge le recommandaient contre la mélancolie et les troubles cardiaques. Je fais toujours preuve de courage était un dicton courant dans les jardins d'herbes aromatiques à travers l'Europe pendant des siècles. Les fleurs sont comestibles, sucrées, légèrement parfumées au concombre, et sont magnifiques congelées dans des glaçons ou parsemées sur les salades. Pour les pollinisateurs, le véritable atout est que cette plante pousse facilement et abondamment dans les potagers, là où la plupart des plantes attrayantes n'ont pas leur place. Il ne concurrence pas les légumes. Elle attire les pollinisateurs dans le potager, améliorant ainsi les taux de pollinisation des haricots, des courges, des tomates et des concombres. Et contrairement à la bombe bébé ou à la jistache, elle ne se propage pas de manière agressive et ne s'établit pas de façon permanente. Il se propage spontanément et apparaît là où vous le souhaitez, puis disparaît, puis réapparaît. Semez directement en pleine terre dans un sol convenable après les dernières gelées. Réduire à 45 cm. Arroser régulièrement. Récolter les fleurs en continu pour que la plante continue à produire. Laissez certaines plantes monter en graines à la fin de l'été pour la récolte de l'année prochaine. Les abeilles la trouveront dès sa floraison et elles resteront aussi longtemps qu'elle fleurira. Numéro 16. Ciboulette. La plante pollinisatrice de votre potager. La ciboulette est déjà présente dans de nombreux jardins. La plupart des gens les cultivent comme herbes aromatiques et ne pensent jamais à ce qu'elles font pour la faune sauvage lorsqu'elles fleurissent. Voici ce qui se passe. Laissez fleurir votre ciboulette. Ces grappes de fleurs violettes en forme de globe, portées par de hautes tiges. Et en quelques jours, vous aurez des abeilles et des papillons qui s'en nourriront constamment. Les fleurs produisent un nectar abondant et facilement accessible. Le parfum des feuilles de la famille des oignons éloigne largement les cerfs et les lapins, faisant de la ciboulette l'une des rares herbes aromatiques qui sert à la fois de plante comestible et de plante mellifère sans être broutée jusqu'à disparaître. L'Alisha praum est cultivée dans les jardins d'herbes aromatiques depuis au moins 5000 ans. Des textes chinois anciens y font référence. Il figurait parmi les jardins des monastères européens médiévaux.
C'est l'une des plantes cultivées sans interruption depuis les plus anciennes années de l'humanité et l'une des plus faciles à cultiver. Divisez les touffes tous les 2 ou 3 ans. Cultivez-la au soleil ou à mi-ombre. Récoltez les feuilles en continu tout au long de la saison de croissance. Pour préserver la faune sauvage, l'astuce consiste simplement à laisser fleurir certaines plantes plutôt que de les tailler constamment pour la cuisine. Laissez fleurir la moitié de votre ciboulette. Juste au moment où de nombreuses plantes à floraison printanière terminent leur floraison et où les plantes à floraison estivale n'ont pas encore commencé. Cette période fin mai, début juin, est une fenêtre de tir cruciale pour les reines bourdons. La ciboulette la remplit à merveille. Numéro 17. Verbena, la piste d'atterrissage des papillons. La verveine de Buenos Aires, Verbena bonarensis, est la plante à papillons que les paysagistes et les écologistes apprécient tout autant, ce qui est inhabituel. Ces deux communautés ne sont pas toujours d'accord. Les hautes tiges rigides portent à leur sommet des grappes de minuscules fleurs violettes, conférant à la plante un aspect aérien et transparent qui se marie à merveille avec les massifs, tout en offrant aux papillons un accès exceptionnel au nectar. Les papillons macaons sont particulièrement attirés par la verveine. Les grappes de fleurs ont exactement la hauteur et la densité idéales pour que ces grands papillons puissent s'y poser et s'y nourrir confortablement. Comme leurs tiges sont rigides et filiformes, les fleurs ne rebondissent pas et ne se balancent pas au vent comme le font les plantes aux tiges plus souples. Ils restent stables, ce qui facilite l'atterrissage et l'alimentation. Observez un papillon macaon sur une verveine et vous le verrez s'installer et se nourrir pendant de longues minutes. Les ailes s'ouvrent et se ferment lentement au soleil. La verveine de Buenos Aires, Verbena bonarensis, est une plante vivace fragile qui se comporte comme une plante annuelle, se ressemant spontanément dans la plupart des climats. Elle fleurit du milieu de l'été jusqu'au gelé, sans presque aucun besoin d'enlever les fleurs fanées. Une fois bien implantée, elle résiste à la sécheresse. Il remplit l'espace vertical du jardin sans obstruer la vue. Elle se ressème abondamment, vous offrant ainsi plus de plantes chaque année sans frais supplémentaires. Plantée en plein soleil. Commencez par des plants repiqués ou des semis en intérieur. Une fois implantée dans un jardin, elle y reviendra indéfiniment. Laissez-le pousser où il veut. Les papillons vous diront que c'est au bon endroit. Numéro 18. Joe a fait une tarte. La destination des papillons géants. La Jopai weed n'est pas adaptée aux petits jardins. Cette plante atteint une hauteur de 6, 7, voire 8 pieds, produisant d'énormes grappes de fleurs roses, mauve poussiéreux, en forme de dôme au sommet de tiges robustes et structurées. C'est audacieux, spectaculaire et un peu sauvage. Et lorsqu'elle fleurit à la fin de l'été, elle offre l'un des plus beaux spectacles de papillons qu'un jardin puisse produire. L'Utrochium perparium pousse naturellement dans les bois humides et en bordure des prairies de l'Est de l'Amérique du Nord. Son nom commun fait référence à un personnage du folklore de la Nouvelle-Angleterre, un guérisseur amérindien nommé Joe P., qui aurait utilisé cette plante pour traiter le typhus ou la fièvre. Que cette histoire soit exacte ou non, l'usage médicinal de cette plante par les peuples autochtones est bien documenté. Il était utilisé pour les affections rénales et urinaires, pour la fièvre, pour les rhumatismes. Une autre plante qui, par le passé, a été utilisée à des fins humaines et qui sert désormais tout autant la faune sauvage. Les papillons macaons tigrés, les macaons à feuilles épicées, les monarques et les fertilleries se nourrissent tous abondamment de l'herbe à chat. Pendant sa période de floraison de fin d'été, les fleurs produisent un nectar abondant précisément au moment où les pollinisateurs se préparent pour l'hiver ou la migration. Placez cette plante au fond d'une grande bordure ou laissez-la se naturaliser en lisière de bois ou de zones humides. Elle a besoin d'un sol humide et d'une exposition ensoleillée à mi-ombragée. Une fois mise en place, elle ne nécessite plus rien. Elle pousse, fleurit et se nourrit. Tout simplement.
Numéro 19. Loélie cardinale. Le phare rouge pour les colibris. Si vous ne devez planter qu'une seule chose spécialement pour les colibris, plantez de la farine de cardinaux. Le rouge intense et flamboyant de la Lobelia cardalis est l'une des couleurs les plus vives du règne végétal indigène, et les colibris y réagissent avec l'urgence de quelque chose de biologique et d'ancien. Ces deux espèces ont coévolué. La longueur du bec du colibri est adaptée à la profondeur tubulaire de la fleur. La couleur rouge de la fleur est particulièrement visible pour les colibris et particulièrement invisible pour les abeilles et les papillons qui pourraient se disputer le nectar. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit de millions d'années d'interactions réciproques. La Lobelie cardinale pousse naturellement le long des berges des cours d'eau et dans les prairies humides, ce qui indique ce dont elle a besoin. Humidité constante. Plantez-la au bord d'un étang, le long d'un jardin pluvial, dans un endroit bas qui reste humide. Elle vous récompensera par des épis de fleurs rouges vifs de près d'1 mètre de haut, du milieu à la fin de l'été, en plein pic d'activité des colibris. Cette plante était utilisée à des fins médicinales par de nombreuses nations autochtones de l'Est de l'Amérique du Nord pour traiter les affections respiratoires, la fièvre, comme plante cérémonielle, et dans certaines traditions comme remède amoureux. C'était l'une des premières plantes indigènes d'Amérique du Nord collectées par les botanistes européens au XVIIe siècle, et elle fut nommée d'après la couleur rouge du plumage d'un cardinal. 3 siècles plus tard, elle continue de stupéfier les visiteurs lorsqu'un colibri à gorge rubis apparaît sur ses fleurs, planant dans les airs et se nourrissant avec une précision incroyable qui nous rappelle de quoi les créatures sauvages sont encore capables. Plantée dans un sol humide à détremper, en plein soleil ou à mi-ombre. C'est une plante vivace à courte durée de vie, qui se ressème facilement lorsque les conditions sont favorables. Laissez les épis en place à la fin de la saison, et vous obtiendrez de nouvelles plantes l'année suivante, exactement là où l'humidité leur convient. Numéro 20. Eupatoire bleu. Le jardin gratuit qui s'entretient tout seul. Et nous voici au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin car il représente quelque chose que la plupart des jardiniers recherchent activement. Une plante qui se propage d'elle-même, se densifie d'elle-même, fleurit tard quand tout le reste se termine, et offre l'un des plus beaux spectacles de papillons de toute l'année. Ce faisant, le conclinum à fleurs bleues, également appelé Ageratum rustique, produit des grappes de fleurs bleu-violet duveteuses à la fin de l'été et en automne. Le timing est essentiel. Septembre et octobre sont des périodes d'alimentation cruciales pour les monarques migrateurs, pour les reines bourdons qui stockent de l'énergie avant l'hiver, et pour les belles dames qui effectuent leur migration vers le sud. La plupart des fleurs de jardin sont fanées. La fleur de brume bleue est en pleine floraison. La plante se propage par rhizomes et par semis spontanés, ce qui signifie qu'elle s'étendra au fil du temps, sans aucune intervention de votre part. Cette capacité à s'étendre la rend idéale pour les bordures naturalisées, les pentes, les prairies, et tout endroit où l'on souhaite une strate herbacée autosuffisante qui nourrit la faune sauvage sans nécessité de replantation annuelle ni d'entretien constant. Voyez ça comme votre grand-mère voyait ses plantes d'antan. Quelque chose qu'on installe une fois et qui reste là pour toujours, faisant son travail saison après saison, sans rien demander en retour. Cultivez-le en plein soleil ou à mi-ombre, avec une humidité moyenne. Si vous l'utilisez dans un parterre formel, entourez-le d'une bordure. Elle s'étendra au-delà de sa zone d'origine. Dans les zones naturalisées, laissez-le pousser. Les papillons la trouveront. Les abeilles le recouvriront. Et chaque année en septembre, alors que la plupart des jardins semblent fatigués et fanés, votre fleur de brume bleue commencera tout juste à fleurir, offrant une dernière explosion de vie, de couleurs et de mouvement avant l'arrivée du froid. C'est tout l'intérêt de cette liste, en réalité. Pas seulement les plantes individuellement,
mais aussi les relations entre elles. Chacune de ces 20 plantes dialogue avec les animaux depuis plus longtemps que la civilisation humaine n'existe. Le monarque et l'asclépiade, le colibri et la lobélie cardinale, le chardonneret et le capitule de l'échinacée. Ce sont des partenariats forgés sur des millions d'années. Planter ces choses-là, ce n'est pas décorer un jardin. Vous rétablissez d'anciens accords. Vous dites que vous avez votre place ici et qu'il y a une place pour vous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qu'un jardin peut réellement être, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela nous permet de toucher davantage de personnes qui souhaitent vivre ainsi, connectées, intentionnelles, enracinées dans quelque chose de réel. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous allez essayer en premier. Êtes-vous plutôt colibri, monarque ou chardonneret dans votre jardin d'hiver? J'ai lu tous les commentaires et je veux savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Appuyez sur ce bouton, sonnez cette cloche et on se retrouve la prochaine fois.